Voici maintenant le cours sur l'analyse de la variance à deux facteurs, dans lequel on ne va pas ajouter énormément de choses par rapport au cours d'analyse de la variance en termes de mathématiques. On va juste adapter le modèle à notre situation. Alors pour présenter la situation, je vous rappelle que dans le cours précédent, on s'était intéressé à la fréquence cardiaque entre des hommes et des femmes, et on s'était posé la question de est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes concernant la fréquence cardiaque au repos. Et on avait vu qu'on n'avait pas été capable de mettre en évidence des différences entre les hommes et les femmes. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le jeu de données, on a d'autres choses. On a aussi une information sur un niveau de pratique sportive. Si je rajoute cette information dans le graphique, dans ma représentation, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, j'ai en abscisse le niveau de pratique sportive, en ordonnée la fréquence cardiaque, et puis j'ai mis des couleurs différentes selon que c'était des hommes ou des femmes. Qu'est-ce qui apparaît immédiatement? Qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est que visiblement, le sport a l'air d'avoir une influence forte sur la fréquence cardiaque. Et on voit bien que les sportifs de niveau 1 ont une fréquence cardiaque en moyenne plus basse que les sportifs de niveau 5, et ça à peu près que ce soit des hommes ou des femmes. Alors les sportifs de niveau 1, c'est les grands sportifs en fait, et plus on est sportif, plus le niveau de pratique sportive va être noté avec des petites notes, 1 ou 2, et 5, c'est les gens qui sont sédentaires. Et puis quand je regarde au sein d'un niveau de pratique sportive, j'ai l'impression que parfois les femmes ont une fréquence cardiaque plus élevée, ça c'est vrai pour les catégories de grands sportifs. Et par contre, pour les sédentaires, les femmes ont une fréquence cardiaque plus faible ou équivalente. Donc les questions qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'on est capable de mettre en évidence un effet du sexe ou du sport sur la fréquence cardiaque? Autrement dit, est-ce que l'effet du sport qu'on voit ici, il est réel ou c'est juste, ça pourrait être dû au hasard, lié au choix de notre échantillon? Je rappelle qu'on a peu d'observations pour chaque couple sport-sexe, on a 4 observations uniquement. Donc on a 4 femmes qui ont un niveau de pratique sportive 1, 4 hommes qui ont un niveau de pratique sportive 1, etc. Ce pour tous les niveaux de pratique sportive. Donc la première question, c'est est-ce qu'on est capable de mettre en évidence un effet soit du sexe, soit du sport sur la fréquence cardiaque? Et puis on se demande aussi, après, si on répond oui à cette question, on va avoir envie de se poser la question de savoir est-ce que c'est un effet du sexe, est-ce que c'est un effet du sport, ou est-ce que c'est un effet des deux? Alors, si je formalise ça, et puis si j'essaye de poser un peu les choses, le modèle d'analyse de la variance, il est utilisé pour étudier le lien entre une variable quantitative, notée Y, la fréquence cardiaque dans mon exemple, et deux facteurs qui peuvent prendre respectivement grand I modalité pour le facteur 1, donc dans mon exemple ici c'est le sexe, ça peut prendre deux modalités, et grand J modalité pour le facteur 2, donc grand J égale 5 dans le cas du sport. On peut visualiser les données à l'aide d'un boxplot exactement comme dans le cadre de l'analyse de la variance à un facteur. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un effet de l'un au moins des facteurs? Et puis si la réponse est oui à cette question-là, on va se demander est-ce qu'il y a un effet du facteur 1? Est-ce qu'il y a un effet du facteur 2? Est-ce que potentiellement il y a un effet des deux? Alors graphiquement, on va se remettre dans la même situation que pour le modèle d'analyse de la variance à un facteur. Et on va essayer d'imaginer le processus à l'origine de nos données. Ça, c'est ce qu'on fait quand on fait de la modélisation. On essaye d'imaginer le processus qui aurait pu produire des données similaires à ce qu'on observe. Alors ici, on va représenter les choses de la façon suivante. Un groupe, maintenant, c'est une combinaison d'un niveau pour le facteur 1 et d'un niveau pour le facteur 2. Donc un groupe, je vais l'identifier par IJ, ça voudra dire le groupe IJ, c'est le groupe qui a reçu le niveau I dans le facteur 1 et le niveau J dans le facteur 2. Donc ici, j'ai fait un exemple un petit peu plus simple que l'exemple sur la donnée de fréquence cardiaque. J'ai pris 2 niveaux pour le facteur 1 et seulement 3 niveaux pour le facteur 2 pour qu'on puisse un petit peu voir quelque chose. Donc, les traits pleins représentent le niveau 1 du facteur 1, les traits pointillés le niveau 2 du facteur 1. La couleur rouge représente le niveau 1 du facteur 2, la couleur bleue le niveau 2 du facteur 2 et la couleur jaune le niveau 3 du facteur 3. Et là, ce que j'ai dans mon modèle, la façon dont j'imagine le modèle d'analyse de la variance à deux facteurs à l'origine de mes données, c'est que chaque groupe, chaque couple IJ,
à une moyenne qui lui est propre. Et donc, et les données dans la population caractérisée par IJ, qu'est-ce qui va se passer? Tous les individus au sein d'un groupe IJ vont avoir en moyenne le même comportement et puis une certaine répartition autour de ce comportement moyen. Et donc la moyenne, je vais la représenter. Et puis je vais aller échantillonner des individus parmi la population des rouges pointillés, parmi la population des rouges très pleins, et puis échantillonner des individus parmi les bleus très pleins et parmi les bleus pointillés, etc. etc. Quand j'aurai fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Vraisemblablement, quand je vais aller choisir des rouges très pleins, je vais surtout voir des valeurs ici autour de 5. Et quand je vais choisir des rouges très pointillés, je vais sûrement voir des valeurs autour de -1 ici. C'est ce qui se passe, j'échantillonne, je choisis au hasard des individus et j'ai mes observations qui sont issues de ce processus-là. Et puis en fait, du coup, ce que j'ai quand je fais des statistiques, ça c'est l'idée que je m'en fais, ce qui est le modèle que j'ai décrit, mais moi ce que j'ai, c'est uniquement les données. Donc c'est des petits triangles, voilà. S'ils sont issus de la ligne pointillée ici, s'ils sont issus de la population des pointillés, donc c'est les triangles pour le niveau 2 du facteur 1 et les ronds pour le niveau 1 du facteur 1. Et les couleurs dénotent toujours le facteur 2. Voilà, donc ça c'est une façon de voir les choses. Dans cette situation-là, je me dis, chaque couple IJ a une moyenne qui lui est propre. Et ça correspond à la situation où il y a un effet à la fois du sexe, du sport et de la rencontre du sport et du sexe. Chacun a sa moyenne qui lui est propre. En fait, je me dis, d'accord, ça c'est une vision des choses, mais peut-être qu'une autre vision des choses, c'est de se dire, finalement, sportif ou pas sportif, homme ou femme, on est tous des humains et que la fréquence cardiaque dans les humains, il y a une variabilité naturelle parmi la population. Et ce qu'on observe, en fait, c'est ça. Et si on observe, donc on est tous des humains, on a tous une fréquence cardiaque qui a une certaine distribution, centrée autour d'un comportement moyen. Et puis effectivement, des fois je tombe sur des valeurs qui sont petites pour la fréquence cardiaque, et puis des fois c'est grand. Donc regardez pas les valeurs pour Y, hein. C'était pour illustrer, donc c'est pas du tout des valeurs de fréquence cardiaque. Mais voilà, et c'est juste par hasard si je trouve des triangles ici dans les petites valeurs et des ronds dans les grandes valeurs. Donc la question que je me pose en fait, c'est au vu de mes données, est-ce que je suis capable de décider quel est le mécanisme le plus crédible pour, pour expliquer la génération de mes données? Est-ce que je suis plutôt dans le côté c'est le modèle complet qui est pertinent ou le modèle M0 est tout aussi pertinent? Et pour répondre à cette question-là, en fait, on va utiliser l'analyse de la variance à deux facteurs. Alors, je vous ai présenté le modèle sous sa version graphique. Je vais vous présenter le modèle d'analyse de la variance à deux facteurs dans sa version mathématique. Une fois que je vous ai dit qu'un groupe, c'était un couple IJ, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que j'identifie les différents individus au sein des différents groupes. Donc, je vais noter YIJK, la mesure faite sur le kème individu du groupe IJ, c'est-à-dire un individu qui a le niveau I pour le facteur 1 et le niveau J pour le facteur 2. En moyenne, tous les individus des groupes IJ se comportent de la même manière et ils sont tous en moyenne égaux à μJ, avec une certaine variabilité autour de ce μJ, et cette variabilité, elle est réglée par un paramètre de variance qui s'appelle sigma carré, qui est le même pour tous les groupes. Donc I, ça note bien le niveau du facteur 1, J, le niveau du facteur 2, et K, c'est un numéro d'individu. NIJ, on va utiliser ce terme pour noter le nombre d'individus dans le groupe IJ, et N, c'est la somme sur tous les J, tous les I et NIJ, c'est le nombre total d'individus. μJ, c'est le comportement moyen du groupe IJ, sigma carré, la variance commune à tous les groupes. Comme précédemment, je le répète, ça ne coûte rien, YIJK, on peut l'écrire sous la forme YIJK suit une loi normale de moyenne μIJ et de variance sigma carré. Le nombre de paramètres dans ce modèle, on a autant de μIJ que de couples IJ, c'est-à-dire grand I fois grand J. Et puis on a aussi un paramètre de variance. La version singulière, alors sur mon exemple, comment ça va se décliner? Grand I vaut 2, grand J c'est le niveau de pratique sportive maximum, c'est 5, donc petit J il va varier de 1 à 5,
Et puis on a 4 observations pour chaque groupe NIJ. Donc et tous les NIJ sont égaux et ils valent tous 4. Au total, j'ai 40 observations. Donc, ce qui correspond à un modèle dans lequel je vais avoir autant de paramètres de moyenne que de groupes. J'ai 2 sexes, 5 niveaux de pratique sportive, j'ai donc 10 groupes différents, et donc j'ai 10 paramètres de moyenne, puis toujours un paramètre de variance. Le modèle, je peux l'écrire dans sa version singulière du modèle, qui paraît plus complexe, mais on va voir pourquoi elle est intéressante juste après. Et l'idée, ça va être de décomposer mu-ij, qui est le comportement moyen du groupe IJ, en un comportement qui serait partagé par tout le monde, un comportement de référence, mu, plus un effet différentiel alpha i lié au fait d'appartenir au groupe, au niveau i dans le facteur 1, plus un effet différentiel bêta j qui est l'effet d'appartenir au niveau j du facteur 2, plus un effet différentiel gamma ij lié à la rencontre du niveau i du facteur 1 et du niveau j du facteur 2. Plus EIJK, bien sûr, toujours. Alors, en écrivant ça, l'idée qu'on a, c'est d'essayer de séparer un petit peu les différences qu'on observe, qui vont être expliquées par le facteur 1, par le facteur 2. Puis si on fait ça, en fait, on a un modèle qui est un peu trop contraint, parce qu'on n'a pas de raison de penser que l'effet commun du niveau I et du niveau J, c'est forcément l'effet additionné du niveau I et du niveau J. Autrement dit, il n'y a pas de raison que l'effet conjoint d'être une femme peu sportive, ça soit exactement le résultat d'être une femme et d'être peu sportive. On peut imaginer par exemple que, en général, les femmes ont une fréquence cardiaque, ce qui semblait être le cas sur les données, une fréquence cardiaque plus élevée que les hommes. Et le fait d'être sédentaire donne une fréquence cardiaque plus élevée en général que le fait d'être sportif. Et pour autant, les femmes sédentaires ont une fréquence cardiaque plus faible que les hommes sédentaires. Et donc là, on va voir que normalement, on cumule les inconvénients quand on est une femme, on est sédentaire. En fait, il se trouve que c'est pas si terrible pour les femmes et c'est pire pour les hommes. Ça, c'est vraiment l'idée que le tout n'est pas la somme des parties. Dans ce modèle-là, si je commence à compter le nombre de paramètres, bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai le paramètre mu, ça m'en fait 1. J'ai tous les paramètres alpha i, donc autant de alpha i que de valeurs possibles pour petit i, c'est-à-dire grand I alpha i. Autant de bêta j que de valeurs possibles pour petit j, j'en ai grand J. Et puis gamma ij, j'en ai autant que de couples ij, c'est-à-dire i fois grand J. Donc au total, j'ai 1 plus i plus i fois j paramètres de moyenne. Et un seul paramètre de variance. C'est la version qu'on trouve dans les logiciels et c'est celle qui permet de séparer les effets des différents facteurs. Donc si je fais le lien entre les deux versions du modèle, la version régulière et la version singulière, bah, d'un côté, pour le groupe 1, j'ai mu1, 1, c'est le groupe 1, 1. Et dans la version singulière, ce groupe 1, 1, sa moyenne, c'est mu plus alpha 1, plus bêta 1, plus gamma 1. Le groupe 1, 2, il s'écrit mu1, 2, et c'est mu plus alpha 1, plus bêta 2, plus gamma 1, 2, etc., etc. Le problème de cette version singulière, il est identique au problème de la version singulière dans le modèle d'analyse de la variance à un facteur, c'est qu'on a trop de paramètres. Et quand on l'écrit sous cette forme-là, le modèle, il est indéterminé. On aime bien cette forme-là quand même, parce qu'on a envie d'utiliser, parce qu'on a envie de séparer l'effet des différents facteurs. Donc la solution pour pouvoir utiliser le modèle dans sa version singulière, tout en étant capable d'en faire quelque chose, c'est qu'il faut rajouter des contraintes sur les paramètres pour pouvoir estimer le modèle. Par défaut dans R, les contraintes qui sont posées, c'est alpha 1 égale 0, bêta 1 égale 0, gamma 1j égale 0 et gamma i1 égale 0. Alors, à quoi ça correspond? Combien ça fait de contraintes, ça? Alpha 1 égale 0, ça m'en fait une. Bêta 1 égale 0, ça m'en fait une autre.
gamma 1j égale 0, ça me fait autant de contraintes que j'ai de valeurs possibles pour petit j. Donc j'en ai grand J. Et gamma IA égale 0, ça me fait autant de contraintes que de valeurs possibles pour petit i. Donc ça m'en fait grand I. Il faut que je fasse attention parce que gamma 1, 1, je l'ai compté ici. Il fait partie des contraintes gamma 1j égale 0. C'est la version pour j égale 1. Et je suis en train de le recompter là aussi. Donc il faut que je fasse attention de ne pas compter deux fois cette contrainte-là. C'est la même. Donc gamma IA égale 0, ça me donne grand I moins une nouvelle contrainte. Au total, ça me fait grand I plus grand J plus une contrainte. Le nombre de paramètres dans la version singulière du modèle, une fois que les contraintes sont prises en compte, j'avais initialement 1 plus grand I plus grand J plus I fois J paramètres. Et il y en a 2, I plus J plus 1, qui sont contraints. Il en reste donc à estimer IJ. Et un paramètre de variance. Alors, que signifient ces contraintes? Quelles sont leurs implications en fait? On va discuter de ça à partir de l'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir choisi ces contraintes-là et comment ça, du coup, on va interpréter les paramètres? Alors, pour comprendre ce qui passe, on va commencer par regarder ce qui se passe pour le groupe 1-1, c'est-à-dire sur notre exemple, les femmes très sportives. Leur comportement moyen dans le modèle, il est décrit par mu plus alpha 1 plus bêta 1 plus gamma 1. Si j'incorpore les contraintes, alpha 1 égale 0, bêta 1 égale 0, gamma 1 égale 0, et donc tout ce qui me reste, c'est mu plus alpha 1 plus bêta 1 plus gamma 1 est égal à mu. Tous les autres termes valent 0. Donc mu, c'est le comportement moyen des femmes très sportives. Le groupe 1J désigne les femmes à la pratique sportive identifiée comme de niveau J. En moyenne, leur fréquence cardiaque dans le modèle, elle est représentée par mu plus alpha 1 plus bêta J plus gamma 1J. Or, bêta J ça vaut 0, gamma 1J ça vaut 0 à cause des contraintes. Et donc tout ce qui nous reste, c'est alpha 1 égale 0, gamma 1J égale 0. Tout ce qui me reste, c'est un mu plus bêta J. Bêta J, c'est donc l'effet différentiel d'un niveau de pratique sportive identifié comme J par rapport à un niveau de pratique sportive identifié comme 1 pour les femmes. Puisqu'on est en train de regarder ce qui se passe pour le groupe 1J. Maintenant, si je regarde le groupe I1, c'est-à-dire les individus de sexe I au niveau de pratique sportive identifiés comme 1. En moyenne, leur fréquence cardiaque dans le modèle, elle est représentée par mu plus alpha I plus bêta 1 plus gamma I1. À nouveau, j'incorpore les contraintes, bêta 1 égale 0, gamma I1 égale 0. Donc en fait, le niveau de pratique sportive des individus de sexe I qui ont, la fréquence cardiaque des individus de sexe I qui ont un niveau de pratique sportive identifié comme 1, c'est mu plus alpha I. Mu étant la fréquence cardiaque des femmes très sportives. Donc alpha I, c'est l'effet différentiel du sexe I par rapport au sexe référence pour les sportifs de niveau 1. Et les termes gamma et J sont encore plus compliqués à interpréter et donc on discutera de ça plus tôt en TP. Alors ce modèle il se met sous forme matricielle. L'idée c'est pas d'y passer des heures, mais en fait si on veut que les choses soient faciles à écrire en fait en mathématiques, on va bien ranger nos Y et on les range dans l'ordre lexicographique, c'est-à-dire qu'on met d'abord tous les individus du groupe 1,1, tous les individus du groupe 1,2, etc., tous les individus du groupe 1,3, puis tous les individus du groupe IJ. Et quand c'est comme ça, les paramètres, c'est θ, on les rassemble tous dans un vecteur θ, et les paramètres, c'est mu1,1, mu1,2, mu1j, etc. Et puis les erreurs, on les écrit comme les Y. Et ce qu'on veut, avec notre matrice X, c'est que quand on fasse X fois θ, on retrouve le comportement moyen de mes individus. Alors, comment ça se lit, ça? Une ligne ici, la matrice X, ça me parle d'un individu, et une colonne, ça me parle d'un paramètre. Donc, quand je suis sur la première ligne, ce que je veux, c'est quand je fais cette première ligne multipliée par le vecteur des paramètres, j'obtienne exactement le comportement moyen de l'individu qui est sur la première ligne. L'individu sur la première ligne, c'est Y11.
son comportement moyen, c'est mu1,1. Qu'est-ce que je vais faire pour obtenir mu1,1? Je vais faire 1 fois mu1 plus 0 fois mu1,2 plus 0 fois mu1,3, etc., etc., plus 0 fois mu_i. Et là, je vais bien voir que, en moyenne, le premier individu, il est de moyenne mu1,1. Le deuxième individu, c'est encore un individu groupe 1,1. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre 1 sur la colonne qui me parle de mu1,1 et 0 partout ailleurs. Et je vais faire ça pour tous les individus du groupe 1,1. Donc je vais avoir toutes les premières lignes ici, toutes les observations qui correspondent à des individus groupe 1,1, elles vont avoir des 1 sur le paramètre qui me parle de mu1,1 et des 0 partout ailleurs. Ensuite, je m'adresse à des groupes qui sont des y1, 2. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En moyenne, ils valent mu1,2. Donc, je vais mettre des 0 sur la colonne de mu1,1, des 1 sur la colonne de mu1,2 et des 0 partout ailleurs. Et puis, on va comme ça construire la matrice petit à petit. À titre d'exercice, qui n'est pas forcément évident, on aura l'occasion d'en discuter du coup pendant le TP ensuite, je vais vous demander d'écrire sous forme matricielle le modèle dans sa version singulière. Alors, pour vous aider un petit peu, je l'ai fait faire à R dans l'exemple de la fréquence cardiaque. Alors, donc voilà, je lui ai demandé d'ajuster un modèle complet. Donc c'est un modèle linéaire dans lequel j'explique la fréquence cardiaque en fonction du sexe, du sport et de l'interaction sexe et sport. Et puis je lui demande de m'afficher la matrice de design de ce modèle-là. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a une colonne qui parle d'intercept, ça va me parler du mu, normalement. Ensuite, j'ai une colonne sexe M qui alterne des 1 et des 0. Alors ça veut dire que le premier individu, c'est un homme, le deuxième, c'est une femme, le troisième, c'est un homme, le quatrième, c'est une femme. Et donc, on met des 1 quand c'est un homme et des 0 quand c'est une femme. Pourquoi on n'a pas de paramètre qui nous parle du sexe F? Parce que le sexe F, en fait, c'est le paramètre qui correspond à alpha 1, et alpha 1, il est contraint, et donc il n'a pas raison d'apparaître dans mon modèle. Ensuite, dans la colonne sport, là, je vois des 1, des 2, des 3, des 4. Ça, c'est très surprenant. On s'attend normalement, dans tout ce qu'on a vu pour l'instant, dans notre matrice de design, on n'a que des 1 et des 0. Et tout d'un coup, on se retrouve avec des valeurs qui sont différentes de 1 et 0. Alors, pourquoi on a ça? Parce qu'en fait, à aucun moment, on a dit à R que sport, c'était un facteur. Donc, autant quand la variable explicative, c'est une variable qui est M ou F, il est sûr qu'il faut considérer ça comme un facteur, c'est une variable qualitative. Par contre, ici, le sport, il est codé 1, 2, 3, 4, 5. Donc R, a priori, il a toutes les raisons de penser qu'en fait, le sport, c'est une variable quantitative. Et s'il considère ça comme une variable quantitative, il la traite dans son modèle comme une variable quantitative, et donc il la fait intervenir sous forme de variable comme dans une régression. On aura l'occasion d'y revenir. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Donc pour le forcer à bien traiter sport comme on veut, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer sport en facteur. Et puis pour avoir des traces de ce qu'on fait, je vais juste créer une nouvelle variable sportfact dans mon jeu de données FracData. Et puis c'est ça que je vais utiliser par la suite. Donc voilà, j'ai dit sportfact, c'est as.factor de sport. Et maintenant j'ajuste mon modèle complet en disant la fréquence cardiaque, je l'explique par le sexe, par le sport traité comme un facteur, et puis par l'interaction sexe et sport traité comme un facteur. Et puis je lui demande d'afficher la matrice de mon modèle. Cette fois-ci, j'ai bien que des 1 et des 0 partout. Donc il fait bien ce que je crois. Et puis, on voit que les données, elles sont rangées d'abord les niveaux de pratique sportive 1, niveau de pratique sportive 1, ensuite 2, 3, 4, etc. Donc on voit nos blocs de 1 qui se déplacent comme ça. Et donc si je prends le premier individu ici, cet individu c'était un homme, et donc il va recevoir le coefficient qui correspond à l'intercept, mu, plus le coefficient qui correspond au fait d'être un homme, c'est-à-dire alpha 2. À nouveau, je répète, alpha 1, il n'est pas dans le... Il ne fait pas partie des coefficients qu'on estime, donc il n'intervient pas dans cette matrice. De la même façon, c'est un individu groupe 1, donc il devrait recevoir bêta 1, mais bêta 1 est égal à 0, donc ça ne sert même pas, ça sert à rien d'en parler, il n'apparaît pas dans la matrice. Et par contre, il ne reçoit pas bêta 2, bêta 3, bêta 4, bêta 5.
Ensuite, c'est un homme. euh, et comme c'est bien un homme, par contre, il a un niveau de pratique sportive 1. Et donc, le terme, on va se retrouver avec un gamma 2J ici. Et les gamma 2J, ils valent 0. Et donc, ils n'interviennent pas dans le modèle. La deuxième ligne, il s'agit d'une femme. Et donc, elle va avoir comme paramètre pour décrire son comportement moyen, mu et rien d'autre. Parce que c'est une femme très sportive. Et donc, elle devrait être mu plus alpha 1 plus gamma 1. Le seul terme qui est pertinent, c'est mu. Tous les autres sont contraints et donc n'apparaissent pas dans le modèle. Et donc, ça va être comme ça pour tous les individus du groupe 1-1. Pour tous les individus qui ont un niveau de sport, de pratique sportive 1. Maintenant, si j'arrive à l'individu numéro 9, celui-ci, c'est un individu, c'est un homme, il y a un 1 ici, qui a un niveau de pratique sportive 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Son comportement moyen, c'est mu plus alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2. Bah, je les retrouve ici. Ça, c'est le 1-1 pour dire qu'il reçoit mu, 1-1 pour dire qu'il reçoit alpha 2, 1-1 pour dire qu'il reçoit bêta 2, et puis ici, 1-1 pour dire qu'il reçoit gamma 2, etc., etc. Je vous propose de prendre une petite pause maintenant.